je considère que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, une entreprise, il devrait y avoir certes un DAF, un CEO, il doit y avoir des ressources humaines, mais on va se poser la question de « Ok, mais quel est votre organe de recherche ?» Ça fait partie des éléments de l'intelligence d'une entreprise que d'avoir quelqu'un qui pense l'organisation des connaissances. Bonjour et bienvenue dans les Récits d'innovation sociale, le podcast d'Ether. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Quentin Génissel, Bonjour. qui nous connaît depuis quasiment notre création. Donc Quentin, je vais déjà te demander de te présenter. Et puis évidemment, on parlera un peu de notre histoire commune. Oui, bien sûr. Merci de me recevoir aujourd'hui. Je suis content parce que je suis la série depuis le début, donc j'ai plaisir à parler avec vous aujourd'hui. Moi, je m'appelle donc Quentin, je suis doctorant en sciences humaines et sociales, en sciences de gestion, plus particulièrement à l'Université Paris-Dauphine, depuis 2021. Je travaille sur l'IA et le management, des thématiques autour du futur du travail. Je dirige le master entrepreneuriat de l'EDEC Business School à Lille. Et j'ai aussi plusieurs activités de recherche conseil, notamment par l'intermédiaire de notre structure Rosa Futur. Et j'interviens donc depuis fin 2023 auprès du comité scientifique d'Ether Impact. Voilà, tu fais partie de notre comité scientifique Exactement. depuis quasiment le premier jour. Alors, on va peut-être rappeler les circonstances de notre rencontre. Oui, avec plaisir. Alors, en fait, je cherchais à explorer un petit peu ce qui se passait sur la place et je m'interrogeais en fait à propos de la recherche en sciences humaines et sociales dans l'entreprise. Donc, je me suis rendu au salon PhD Faire. Oui, c'était PhD Talent. Ouais. PhD Talent, voilà. Dans le 19e. Exactement, dans le 19e. Ouais, je ne me rappelle plus le nom de... Oui, un lieu de rencontre très sympa dans le 19e. C'était bien, là. Ouais. C'était plein de stands. Plein à craquer. Mm-hmm. Mais il n'y avait qu'un seul stand qui proposait des sciences humaines. C'était vous. Ah, il n'y avait que Ether. Et tu m'avais demandé une sorte de date, parce qu'on organisait des dates avec les potentiels candidats. Oui, c'est ça. C'était prévu d'avance. En fait, il fallait réserver sa place et on a un créneau tous les deux. C'est ça. Je me souviens très bien. Et tu m'as expliqué toute la vision, les intuitions. À l'époque, on était vraiment au début de l'histoire. C'était plus une intuition qu'un projet... Plutôt intuition, oui. Mais des intuitions très fortes qui semblaient tout à fait naturelles. Et d'ailleurs, il était surprenant de ne pas avoir d'autres acteurs sur ce créneau-là qui s'investissent pour l'entreprise dans des activités de recherche. Alors, il existe des cabinets sur ce créneau, mais vraiment pour aller chercher des levées de financement, pour organiser, structurer ces activités de recherche en sciences humaines et sociales dans l'entreprise, voilà, c'est la première fois que je rencontre un acteur comme ça. Et pour cause. Ouais, pour cause. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Non, mais je crois que, modulo quelques cousins, voilà, je pense à ceux que tu as reçus ici, notamment Elix. En fait, sur la place, des gens qui font comme Ether, finalement, il n'y en a pas. Et en fait, l'aventure a commencé assez vite. Oui, parce qu'en fait, ce qui était intéressant, et c'est ce qui a fait qu'on s'est trouvé assez vite, c'est que tu as tout de suite compris quelque chose qui après a été très difficile pour nous de retrouver d'ailleurs. Maintenant, ça va. Maintenant, on a beaucoup de candidats. Ah bah ça roule. Mais il y a 3 ans, quand on disait à des chercheurs ou des chercheurs en sciences humaines de rejoindre et donc de venir amener dans ce monde entrepreneurial la recherche en sciences humaines, ça ne matchait pas du tout. Tu te souviens le nombre de déconvenus qu'on a eu. Et toi, tu as tout de suite compris. Et au contraire, c'était quelque chose qui matchait complètement avec ce que tu faisais. Alors peut-être aussi parce que tu étais en sciences de gestion. Ça joue. Mais c'est vrai que le match a été assez immédiat. Et au final, tu nous as très vite accompagnés dans les premiers pas d'Ether. Donc peut-être que tu peux en parler avec un peu et revenir un peu sur cette histoire. Et puis, qu'est-ce que ça t'a appris? Qu'est-ce que ça t'a apporté, ce chemin? Ça m'a beaucoup apporté personnellement, j'en parlerai après, pour raconter un petit peu, de mon point de vue, l'historique et les premières étapes. Je dirais qu'on se situe déjà quelques années après la loi Pacte,
Et donc, on n'est plus dans les 2 ou 3 années qui suivent cette loi et donc la découverte et peut-être les réagencements, la compréhension que l'entreprise a besoin de reproduire du stock de connaissances pour se réinventer, pour endosser son nouveau rôle social. Je pense notamment aux travaux de Armand Achtuel. C'est-à-dire que Ether arrive à un moment où on a eu le temps de diagnostiquer les enjeux sociaux et environnementaux auxquels l'entreprise est confrontée, auxquels l'humanité est confrontée, auxquels la planète Terre est confrontée. Et on a eu le temps aussi de comprendre que l'entreprise avait un rôle à jouer, un rôle prépondérant. Alors, sans remplacer le rôle de l'État, et c'est un autre débat, mais disons un rôle vraiment complémentaire. Et cette responsabilité implique eh bien, de se structurer, de fonctionner différemment, de nourrir une pratique sérieuse de production de connaissances pour s'attaquer à ces grands enjeux. Et Ether arrive à ce moment-là, en ayant en plus, et c'est la force d'Ether Impact, hein, c'est cette alliance avec un cabinet d'avocats fiscalistes, une connaissance fine des leviers de financement de cette innovation. Et je dirais qu'on a en fait au tout début essayé de baliser. Je me rappelle, on a fait la carte de France un peu des grands laboratoires en sciences humaines et sociales. Où est-ce qu'ils se situent, à quelle université ils sont adossés, est-ce qu'il y a des laboratoires qui font un peu de privé, comment ces synergies se créent, et finalement quel était notre vivier à Ether. Parce que la vision, c'est ça, on cherche des gens qui pensent le monde de façon académique et on vient essayer de les amener sur un terrain plus expérimental, ou alors tout aussi théorique, mais dans des contextes entrepreneuriaux. Et c'est un terrain de jeu gigantesque et fascinant. Et nos premiers mois se sont consacrés à ça, à essayer de dire, OK, qui en France cristallise cette recherche. Donc, on était sur le site de la NRT, on était allé voir les tests chiffres, on s'est dit, allez, il y a déjà des entreprises qui cherchent des chercheurs, ça existe, c'est tout petit, il y a cette espèce de Tinder là, de site qui permet de faire se rencontrer des entreprises, des laboratoires et des doctorants. Et donc, ça nous a beaucoup intéressés et on s'est dit qu'il faut aller s'inscrire dans cette démarche, mais peut-être avec un nouveau souffle, un nouvel accompagnement. Et voilà, je dirais que c'est comme ça que je lis les premières étapes. Oui. Et d'ailleurs, ça se relie au moment où j'ai décidé de m'inscrire en thèse. Bon, on pourra en reparler parce que ça avance évidemment à la vitesse qu'on l'on peut parce que c'est un énorme travail, voilà. Mais effectivement, c'est de dire il se passe quelque chose et on va essayer de l'accompagner. On va essayer de surfer finalement sur ce nouveau monde. Où, quelque part, la R&D va être plus portée sur des comportements sociétaux et environnementaux que sur des actifs. Exactement. C'est ça, en fait. Ah ouais, complètement. En fait, l'entreprise a une façon de fonctionner. Elle hérite de traditions, de pratiques, d'organigrammes, de processus de travail. Elle hérite tout ça du XXe siècle, dans un XXe siècle qui était dans un rapport très utilitariste au monde, très expansionniste. La doctrine néolibérale de l'entreprise qui doit produire du profit à n'importe quel prix. Ça, c'est quand même une grande mythologie dans laquelle l'entreprise s'est inventée. Et aujourd'hui, il faut, alors non pas sortir et piétiner cet héritage, mais il faut savoir à la fois en hériter des bons aspects, c'est-à-dire des sciences de gestion, par exemple, mais savoir se réinventer. Et quand tu parles de comportement, eh bien, c'est typiquement ce qu'on peut nous dire chez Ether quand on lui dit, mais finalement, vous faites un peu du marketing parce que ça vous cherché à étudier et à comprendre des comportements. C'est un des aspects de la R&D. Bien sûr. La R&D, ça peut être, je vais cibler une population et comprendre comment elle se comporte. Bon, ça peut ressembler à du marketing de loin. Et effectivement, le marketing, on parle de market research, donc il y a de la recherche en marketing. Seulement, il faut tirer un peu plus le fil et venir comprendre que quand, par exemple, un géant de la grande distribution cherche à comprendre comment se comportent des clients quand ils passent à la caisse, et comment ils se comporte vis-à-vis des caissiers et des caissières, et comment le caissier ou la caissière se comporte vis-à-vis du client, et comment l'outil entre les deux, c'est-à-dire la caisse, fait office d'objet de conversation, objet d'utilité, objet aussi d'opposition entre les deux. Eh bien, la recherche en sciences humaines et sociales va peut-être nous donner des indications beaucoup plus
j'ai envie de dire, prospective sur l'arrivée de l'IA dans cette caisse automatique. Oui. Le jour où on remplace une caissière, où on essaie de la remplacer par de l'intelligence artificielle, ou est-ce qu'on essaie de la remplacer, est-ce qu'on essaie de l'aider, est-ce qu'on essaie de l'accompagner, là on dépasse le marketing. On n'est plus dans le marketing. On est dans la recherche en sciences sociales, on se pose des questions de fond, on essaie de généraliser une connaissance, d'en déterminer les contours de vérifiabilité. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, quand on fait de la recherche, on aboutit à des théories, des concepts. Et on dit, cette théorie, ce concept, il est valable dans telle et telle situation, mais il n'est plus valable dans telle autre. On pose des hypothèses. On pose des hypothèses et on émet des vérités. Tu vois, j'ai progressé. Ah, mais c'est très rigoureux. On pose des hypothèses, on explore, on crée des connaissances. Voilà. Donc ça va au-delà du marketing. C'est ça, ouais. C'est ça. Et alors, bon, c'est vrai que quand on a démarré, je dirais que on a tout écrit un peu ensemble, hein, et notamment la méthode. La méthode comment, Ether. voilà, Ouais. La méthode Ether qui était très différente du monde des sciences dures. Et le constat qu'on fait, et ça aussi, ça participe de ce projet, c'est que les sciences dures, finalement, c'est de la R&D qui était vraiment dans un coin de l'entreprise et qui n'était pas vraiment connu forcément par tout le monde, en fait, qui se faisait un peu dans son coin. Et là, nous, on s'est dit, les sciences humaines, la différence, c'est que tout le monde y participe d'un certain point de vue. Toute l'entreprise est confrontée à cette réflexion et participe même de l'engagement des équipes. Hein. Je ne sais pas si... oui, c'est un sujet primordial, en fait, parce que c'est vrai que, alors, pour la caricaturer, et on la caricature, et on s'en excuse par avance, mais la science dure, enfin les sciences exactes, donc les STEM en anglais, les sciences de l'ingénierie, les sciences de l'informatique, la médecine, la pharmacologie, se déroulent dans des laboratoires, dans des espaces clos. Par définition, ce sont des espaces où on cherche à reproduire des conditions particulières d'expérimentation, et donc il faut, presque physiquement, que ce soit séparé du reste. Il faut que la température soit égale à chaque mise en éprouvette, voilà, ce genre de choses. Donc, par définition, il faut reproduire des conditions, d'où l'espace clos. Et j'imagine, j'ai pas travaillé dans ce genre d'entreprise, mais qu'il y a une distinction aussi de statut entre le chercheur en sciences dures et puis les fonctions support, les opérationnels, les commerciaux. Ce sont des gens qui n'ont pas fait les mêmes études, qui n'ont pas les mêmes centres d'intérêt. Alors, il y a évidemment des synergies, mais quand on parle d'interface, il y avait finalement, j'imagine, assez peu d'interfaces. Alors que là, quand on parle de sciences humaines et sociales, en réalité, on a besoin de beaucoup d'interfaces. Pour qu'une entreprise, qui est une entité, une organisation, se confronte à son milieu, alors j'ai envie de dire qu'il y a deux milieux, il y a l'extérieur, pour qu'elle comprenne ses clients, ses fournisseurs, le monde dans lequel elle évolue, mais aussi pour qu'elle connaisse son propre milieu, l'écosystème qu'elle constitue, elle, en tant qu'organisation, pour qu'elle comprenne ses processus de travail, les motivations de ses employés, pour qu'elle comprenne, je sais pas moi, l'architecture financière qui la constitue, bref. Pour qu'elle dépasse finalement certaines difficultés qu'elle rencontre. Bien sûr, en termes de gouvernance, de marketing, de processus de travail. Donc ces deux environnements, pour pouvoir les comprendre, il faut créer le maximum d'interfaces avec ces environnements. Et qu'est-ce que c'est qu'une interface entre l'organisation et ces deux environnements, internes et externes ? Ce sont les gens qui la constituent, tout simplement. C'est ça. Et donc, ce sont ces commerciaux, ce sont ces opérationnels, ce sont ces fonctions support, ce sont ces dirigeants, ce sont ces ingénieurs, ce sont aussi parfois des gens qui travaillent régulièrement avec cette entreprise et qui sont autant de personnes qui sont témoins de réalité et qui peuvent, de facto, déployer des expérimentations dans ces milieux pour le compte de cette entreprise. Si bien que tout le monde est capable de participer à la science en train de se faire dans cette entreprise. À nous. Et c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a inventé ensemble, notamment les premiers moments, d'apporter une méthodologie en interne pour amener les gens à comprendre qu'une démarche de recherche, ça ne s'improvise pas. Ah non, ça ne s'improvise pas, complètement. Et toi, on a travaillé ensemble sur des outils solides qui permettent justement de renforcer la méthodologie en interne. Ah oui, parce que c'est tout un chantier. En réalité, des moments où on fait de la science avec des gens qui ne sont pas scientifiques, il y en a plein. Ça existe évidemment déjà. Quand on fait une étude, ne serait-ce qu'une étude médicale, on vient faire participer des patients à des tests en placebo, des AB tests. Voilà. Ce sont des gens qui ne sont pas scientifiques et ils participent à une opération de recherche. Bon, on ne les appelle pas cobayes, mais en soi, ils sont cobayes et ils sont partie prenante de l'opération de recherche. En revanche, déployer une opération de recherche, de R&D,
avec des gens qui ne sont pas scientifiques, mais en les rendant acteurs et pas cobayes de cette opération scientifique, pour faire en sorte qu'ils soient les yeux et les oreilles des chercheurs qui, eux, vont designer l'opération de recherche, ces gens-là doivent participer d'un dispositif et de méthodes rigoureuses qu'il faut mettre en place. Et ça n'existe pas. Il y a une littérature sur la recherche. Donc quand je dis littérature, c'est la littérature scientifique. Il y a déjà des papiers de recherche qui ont été écrits sur la R&D en sciences humaines et sociales. Mais elle est très maigre, cette littérature, et on l'a montré. Parce que on a beaucoup travaillé dessus. Et TAR fait elle-même de la R&D, donc elle a dû dresser une revue de littérature sur le sujet. Mm-hmm. Elle est très maigre. Il y a des gens qui s'y intéressent très récemment, mais on montre finalement que les best practices de la R&D en entreprise ne concernent quasi exclusivement que des projets en sciences dures, comme tu l'as dit. Mais le fait de faire de la sociologie, de l'ergonomie, de la gouvernance, de la gestion, du droit, peu importe, dans une entreprise, nécessite d'autres outils, d'autres méthodes de travail, d'autres outils de reporting, d'autres organisations du temps, d'autres échelles de mesure que ce qui existe pour les sciences dures. Et donc ça, c'est tout un arsenal d'outils qu'il faut construire, tester. Et c'est le travail d'Ether. C'est le travail d'Ether. Ce qu'on a beaucoup bâti dans les premiers moments de la vie d'Ether. Bon, maintenant, on a un comité scientifique qui est composé de 7 ou 8 personnes. Donc, évidemment, c'est plus la même chanson. Mais on a démarré un peu ensemble. Et on a défriché tout ça. Et je dirais, est-ce que tu as des choses, des choses, oui, mais plutôt une mémoire de moments emblématiques ou de dossiers emblématiques où tu te dis, voilà, là, il se passe un truc, on est vraiment en train de toucher du doigt de la recherche en sciences humaines dans le monde, finalement, entrepreneurial. Je dirais que un premier moment Eureka, ça a été de comprendre que quand Ether discute avec un client, il faut très vite accorder ses violons et parler le même langage. Et ça, c'est difficile, parce qu'on parle de choses qui sont relativement techniques à la base, la R&D, le manuel de Frascati, bref, il y a toute une terminologie. Et donc, il faut produire des objets frontières, des choses à propos desquelles on discute en étant d'accord. Un objet frontière, c'est par exemple une maquette. Quand un architecte parle à son client de sa future maison, mais il lui montre une maquette. Il ne va pas lui montrer des plans de base, je ne sais pas comment on appelle ça, des plans de masse qui sont incompréhensibles. Non, il lui montre une maquette et on parle le même langage. Et chez Ether, on a fait pareil. On a conçu, alors on l'a appelé tableau de balisage, par exemple. C'est un outil qui nous a permis, pour un dossier en particulier que j'ai en tête, un dossier un client qui faisait de l'accompagnement vers l'emploi, des personnes très éloignées de l'emploi. Et en fait, on a dit à nos clients, bon, vous avez des institutions de recherche, vous faites déjà beaucoup de choses. On va vous demander de nous donner cette information sur qu'est-ce que vous faites, que vous associez de près ou de loin de la recherche. Et nous, on va le mettre dans les bonnes cases pour pouvoir travailler dessus et planter les bonnes graines dans le jardin pour que tout ça pousse proprement. Le tableau de balisage, c'est un outil qui permet à nos clients de se rendre compte de façon très visuelle de ce qu'ils ont déjà initié comme projet qui ressemble à de la recherche. Et nous, on va venir distribuer leurs intuitions dans un schéma d'organisation très rigoureux, de façon à identifier les next steps, les points de convergence sur lesquels il faut qu'on travaille ensemble, les pièces qui nous manquent au dossier, pour nourrir une vraie opération de R&D. Voilà. Ce moment-là, c'est en fait assez bête, mais en réalité, c'est un moment Eureka parce qu'on a trouvé une façon de se comprendre. Oui, c'est ça, de communiquer sur une base identique. Voilà. Exactement. Parce que c'était difficile. Enfin, tu te souviens au début, on n'arrivait déjà pas difficilement à expliquer ce qu'on faisait. Ah oui, c'est clair que nous-mêmes. Voilà. Quand les clients sentaient qu'il y avait quelque chose à faire, on arrivait à rentrer en discussion commerciale et puis ensuite potentiellement à les signer. Bon, on a eu les early adopters, on a tout de suite eu ceux qui se sont dit, il y a quelque chose là. Et ça a été très intéressant d'ailleurs parce qu'ils nous ont beaucoup aidés. Mais notre vocabulaire, nos outils, notre façon, enfin, on a vraiment tout testé en temps réel. Quoi, sur les premiers qui se sont dit, tiens, je vais le faire. Complètement. Mais parce que c'est comme si ce dispositif du crédit impôt recherche, mais il y en a d'autres, mais c'est comme si l'accès à la R&D en sciences humaines et sociales existait de façon positive, c'est-à-dire existe comme ça dans l'espace, mais il n'y a pas le manuel d'utilisation. Oui, c'est ça. C'est un truc génial, c'est une Ferrari incroyable, ça peut nous emmener super loin, mais c'est livré sans manuel. Il n'y a pas de tuto sur YouTube, il n'y a rien. Et donc il faut les gens qui pensent toute une pédagogie pour se l'approprier, peut-être aussi créer un peu d'affect.
parce que c'est très froid sur le papier, mais en réalité, c'est un truc fascinant, passionnant. Ah oui. Et d'ailleurs, on le veut, et tu l'as dit tout à l'heure, ça crée de l'engagement, ça suscite de l'engagement chez les collaborateurs des entreprises. Parce que c'est ça qui nous a fait réaliser aussi, et on a bâti ça aussi dès l'origine, que c'est bien au-delà du crédit d'impôt recherche, en réalité, et que la structuration de ces cellules de recherche transformait l'entreprise. Ça, c'est un sujet... C'est évident. Finalement, le crédit d'impôt recherche, c'est un peu la petite porte par laquelle j'ai découvert ça. Mais en fait, derrière, il y a tout un monde. Et il arrive à de nombreuses reprises qu'on oublie complètement. Oui. En fait, et d'ailleurs, rappelle-toi, on a même eu quelques cas où les gens ils voulaient même pas j'en veux pas. Je veux juste créer la cellule de R&D. J'ai pas envie de m'embêter avec le crédit d'impôt recherche. C'est ça. Et le fait d'avoir ouvert en fait cette porte-là, il faut quand même se figurer que quand on est un patron d'une start-up, d'une PME, même d'un grand groupe, et qu'on le fait par vocation, et qu'on est passionné par son sujet, j'imagine, et je l'ai vécu, j'en ai été témoin, vient le moment où on est frustré parce qu'on sent un plafond au-dessus de sa tête, c'est-à-dire qu'on ne progresse plus vraiment dans cette vocation initiale, dans cette fibre, dans ce sujet. C'est-à-dire qu'on s'empêtre un petit peu dans des logiques de performance, de réduction des coûts, que sais-je, de logistique, enfin bref, de day-to-day. Et quand on vient poser des questions, et je me souviens de rendez-vous qu'on a fait au cabinet, on recevait des dirigeants, notamment dans le secteur du BTP pour les autoroutes. Je me souviens que ce gars-là, il est venu, bonjour à lui d'ailleurs, et on lui a dit, en fait, dans ton travail, qu'est-ce qui t'a motivé au départ? Pourquoi c'est intéressant ce que vous faites? Pourquoi est-ce que vous êtes sur un secteur qui donne des frissons? Pourquoi est-ce qu'il y a de l'enjeu? Pourquoi est-ce qu'il faut innover? Et là, on a senti qu'on avait touché quelque chose chez lui, de cette fibre initiale, et il s'est redécouvert cette passion. Il s'est dit, avec vous, si je fais de la R&D sur mon sujet, je vais finalement retrouver cette âme des débuts qui a fait que je me suis intéressé à tout ça, et je vais me passionner, et je vais peut-être, au-delà de m'y connaître, je vais me faire une idée bien à moi de où on devrait aller, avec des connaissances. C'est ça. Et je vais avoir une voix sur mon marché. Je ne vais pas seulement produire quelque chose de rentable, je vais aussi avoir une idée, des convictions sur mon marché, mon activité, et elles vont être ancrées, ces convictions. Et puis je vais engager mes équipes autour de ces convictions. Absolument. Et en fait, c'est ce que tu disais pour faire un petit peu le lien par rapport à la loi Pacte dont tu parlais, c'est dire finalement, cette RSE qu'on nous bassinait un peu au départ et dont on ne savait pas trop quoi faire, devient tout à coup un enjeu stratégique. Ah oui. Et ça, c'est super. Ça, on l'a découvert en marchant. Ça, c'est vrai. Parce que la RSE, et je parle pour les chercheurs que je fréquente, et ça ne fait pas toujours limiter le terme RSE, et même la RSE en tant que discipline. C'est un peu comme l'éthique pour l'IA. C'est-à-dire que quand on parle de l'éthique, ou même l'éthique en entreprise, on sait que les formations à l'éthique en entreprise, c'est un truc qu'on fait, c'est un module, on va vite cliquer sur Next, parce que ça nous saoule un peu. L'éthique, c'est intéressant quand c'est ancré dans des situations réelles, quand il faut se poser des vraies questions. Et bien, la RSE, c'est pareil. La RSE sur étagère, c'est celle que Ether n'aime pas trop. C'est celle qui consiste à ouvrir une sorte de catalogue avec des bonnes pratiques RSE. Alors il faut utiliser des sites en carton, pas en plastique, d'accord, etc. Et bon, je vais cocher la case. Climat, le machin, exactement. le bidule. Alors, c'est très bien en tant que tel. Il faut le faire, ça veut pas dire qu'il faut pas le faire. Mais est-ce que ça suffit? Alors voilà, je pense que non seulement ça suffit pas, mais en plus, la RSE, c'est une pratique. C'est pas vraiment un catalogue pour le Père Noël. C'est-à-dire qu'il faut pas cocher des cases en disant c'est bon, on a fait ci, on a fait ça. Non, il faut transformer ces pratiques entrepreneuriales, la façon dont on offre des conditions de travail à ses employés, la façon dont on se projette sur un marché, comment est-ce qu'on juge la pertinence d'un nouveau projet à l'aune pas uniquement de critères économiques. Voilà, c'est donc des critères qui sont ancrés dans nos décisions. C'est individualisé, en fait. Et c'est ça que nous, on a découvert. Et où là, nos clients aussi, on va pas se mentir, et on l'a découvert ensemble. C'est ça qui est chouette, c'est pour ça que ça me fait plaisir de partager avec toi aujourd'hui. C'est que finalement, on s'est rendu compte que la RSE, qui était un sujet pénible de base, en fait, nos clients se rendaient compte qu'ils en faisaient qui avait une valeur beaucoup plus importante que ce qu'ils imaginaient, et qu'ils avaient un engagement sociétal, environnemental très important, mais qui n'était pas là où ils croyaient. Et en les emmenant à ça, en leur montrant, en mettant des mots, en mettant des termes scientifiques, en mettant de la littérature, là, en fait, ça a été... Ça a fleuri dans leur tête, en fait. C'est-à-dire que... Et cette directrice RSE qui a mis sur... sa porte, ici on fait de la recherche. Ah oui, complètement. Mais pour moi, c'est indissociable. On ne peut pas se revendiquer une entreprise responsable si on ne produit pas de recherche.
quelque part. Et je le fais pas du tout comme c'est pas un argument de vente pour Ether là que je dis. Hein. C'est simplement que quand on regarde concrètement une entreprise qui veut se revendiquer responsable d'une démarche responsable, ça veut dire littéralement qu'elle doit répondre de ses actes, répondre de ses choix. On ne répond pas de ses choix quand on ne connaît pas le monde dans lequel on agit. C'est d'ailleurs pour ça que les mineurs ne sont pas responsables de leurs actes, parce qu'on considère qu'ils ne sont pas encore suffisamment sachants sur le monde et sur les conséquences de leurs actions pour être responsables. Donc, c'est les adultes qui sont responsables pour eux. Les entreprises, si elles veulent être responsables, il faut qu'elles soient curieuses de leur environnement et de leur process interne, et qu'elles regardent, alors là je vais employer un terme qui est important je crois aujourd'hui, qu'elles regardent les conditions d'exercice et leur travail réel. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que la recherche et la sociologie du travail poussent le 21e siècle à s'intéresser au travail réel, plus qu'au travail prescrit. C'est-à-dire que, je donne une petite anecdote, la révolution du numérique dans les années 90 a créé un truc qu'on n'avait pas du tout attendu. C'est-à-dire qu'en voulant faire la révolution numérique, digitale, les entreprises ont dû se regarder dans le miroir avant d'implémenter les nouveaux logiciels et les systèmes experts, etc. Elles ont dit ok, on veut adopter des démarches numériques, mais il faut d'abord qu'on regarde ce qu'on fait analogiquement. Et pour la première fois de leur histoire, elles se sont regardées dans le miroir, elles ont regardé point par point comment elles travaillaient. Dans le détail, quels étaient en fait les petits bricolages de chacun des collaborateurs, comment est-ce qu'ils travaillaient vraiment. Et en fait, personne ne travaille selon le manuel. Ça, c'est l'écart entre le travail prescrit et le travail réel. Personne ne travaille selon les ordres qu'on a donnés, personne ne répond stricto sensu à sa fiche de poste. Les gens ont des petites bifurcations, il y a toujours des décalages, des bugs, et donc ils doivent contourner le réel. Ils s'adaptent. Et ça, c'était encore pas dans le viseur de l'entreprise. Et les entreprises se sont intéressées au travail réel, une première fois pendant la révolution numérique pour pouvoir numériser le travail. Et là, à l'ère de l'IA, c'est la même chose. Les entreprises, parce qu'elles veulent toutes passer par l'agentique, par exemple, donc donner à l'IA à faire des choses, elles vont d'abord devoir se regarder faire avant d'automatiser ce qu'elles font. Bon, la responsabilité relève de la même chose. Si je veux avoir une démarche responsable, il faut d'abord que je regarde concrètement et lucidement ce que je fais aujourd'hui, comment je le fais, par quelles étapes, et presque avec honnêteté. Oui. Et pourquoi c'est difficile de dépasser parfois ce que je fais ? Absolument. Et c'est la difficulté, c'est le premier point du travail de recherche. Et oui, la résistance au changement, le fait de comprendre pourquoi est-ce que j'ai des axes d'amélioration et pourquoi est-ce que j'arrive pas à dépasser ces axes d'amélioration. C'est ça. Et en réalité, comment est-ce qu'on entreprend un changement dans la façon dont une équipe travaille ? Eh ben, c'est pas en disant aux gens il faut faire A puis B puis C. C'est d'abord en allant parler avec eux, en leur demandant comment ils travaillent aujourd'hui, sans jugement, avec alors il faut être rigoureux, c'est pour ça qu'on vient leur apporter des outils, mais il faut être rigoureux, il ne faut pas poser des questions biaisées, il faut que les résultats soient comparables entre eux, donc tout ça nécessite un peu de rigueur et on leur en rapporte. Et une fois que les gens ont répondu concrètement, eh bien, pourquoi ils utilisaient tel outil plutôt que tel autre et combien de temps et pourquoi et quels étaient les petits gains cachés et les petites pertes cachées. Une fois qu'on s'est intéressé à ce travail réel, alors là, on va pouvoir entreprendre une vraie démarche collégiale, collective de transformation. Voilà. Mais sans ça, la transformation, elle ne peut pas venir d'en haut. D'ailleurs, les grands plans de transformation, ils font toujours beaucoup de dégâts et ils s'opposent à beaucoup de résistance. Donc la recherche permet d'aller s'intéresser à cette granularité du travail réel, à l'individu, dans toute sa complexité, parce que chaque travailleur est extrêmement complexe, il est super singulier, et donc il faut s'intéresser à cette singularité pour pouvoir espérer, avec lui, transformer le travail. Non, mais c'est ça, c'est fascinant, et je pense que c'est un chemin qu'il était temps de prendre. Ah oui. Et c'est en ça que... nous, on voit bien, d'ailleurs, le chemin parcouru depuis maintenant, 3 ans. Ouais, puisque finalement, on se rend compte que ce qui était très difficile, déjà pour nous, de trouver des chercheurs qui s'intéressaient à ça, déjà, première étape de difficulté, puis de trouver des entreprises à qui on arrivait bien à expliquer les choses. Aujourd'hui, ça s'est quand même beaucoup fluidifié. Et on le voit bien, on arrive à de plus en plus, je dirais, faire adhérer à cette idée, parce qu'il y a un vrai impact. Ah oui. En fait, il y a deux raisons principales qui expliquent cet intérêt, pas soudain, mais nouveau, pour cette démarche de recherche. Donc, la première raison, c'est que les chercheurs, de leur côté, donc les universitaires avec lesquels on travaille aujourd'hui chez Ether, sont des gens qui, certes, ont été formés à l'université, mais alors certes, ont embrassé le modèle universitaire, ils publient, etc. Mais peut-être qu'ils ont toujours été intéressés, qu'ils soient philosophes ou juristes d'ailleurs, par la réalité de l'entreprise. Alors soit parce que l'entreprise était un terrain d'observation pour eux pendant la recherche,
soit parce que tout simplement l'entreprise constitue quand même une grosse partie de la réalité du monde d'aujourd'hui. Et que le monde universitaire, dans ses murs, certes s'ouvre à l'extérieur, mais en réalité, si on passe sa journée à l'université, on ne peut pas connaître le monde dans l'entreprise. Donc, les chercheurs commencent à se dire, tiens, ça m'intéresse. En plus, j'ai envie d'avoir une petite démarche entrepreneuriale. J'ai pas envie de faire que de la recherche et de l'enseignement. J'ai envie d'aller voir ce qui se passe dehors, de me frotter à des gens de la vraie vie. Et peut-être que ça me nourrira pour lancer d'autres recherches derrière. Donc ça, c'est déjà Ether, c'est une véritable vitrine vers le monde de l'entreprise pour les chercheurs. Ils sont bien accueillis et le comité scientifique le montre. Donc ça, c'est une première raison de ce nouveau match. Et puis de l'autre côté, il y a les entreprises. Qu'est-ce qui se passe ? Les entreprises, elles sont confrontées peut-être à une forme de fatigue de ce qu'elles peuvent lire sur le monde de l'entreprise en tant que tel. Ce que j'entends par là, c'est que si vous ouvrez, alors je les adore, mais vous ouvrez un magazine Harvard Business Review, qui fait un très bon travail et qui publie régulièrement des petits magazines sur différentes thématiques. Mais je mets au défi quiconque de compiler les magazines HBR de ces 20 dernières années. Et d'ailleurs, c'est une critique qui est formulée à l'encontre de la littérature en management, mais il y a une forme de lassitude, de répétition. Oui, c'est vrai. De superficialité parfois, il faut le dire. On recycle un peu toujours les mêmes concepts. Je pense à la pyramide de Maslow qu'on a déjà vue 600 000 fois. Et en réalité, cette littérature, elle gagnerait pour s'enrichir, pour se mettre à jour, à venir se mélanger avec d'autres formes de littérature. Je pense à la littérature scientifique. Et quand on... Alors toi, tu as déjà participé à l'APM, par exemple, donc ça se voit. Les dirigeants qui vont à l'APM, ils y vont parce qu'on leur offre de la chair fraîche. Oui. On leur approche des philosophes, des gens qui viennent de milieux qui n'ont pas l'habitude de fréquenter, et ça marche super bien. Moi, j'interviens régulièrement avec Philosophie Magazine, des philonomistes, auprès d'entreprises qui sont en manque de nouvelles perceptions, de nouveaux points de vue sur le monde de l'entreprise. Et donc, il faut intervenir des sociologues, des philosophes, des économistes qui viennent, monter d'un cran. Oui. parce que quelque part, il y a une forme de théorie un peu plus poussée, mais aussi ils ont un regard nouveau, des références nouvelles, un regard frais, et ça nourrit énormément. Et quand je donne des conférences, je vois que les gens sont très touchés parce qu'en plus, on leur fait des références culturelles, on leur montre qu'il y a des gens qui ont pensé des critiques de l'entreprise, et donc ils disent « Ah, mais tiens, c'est vrai qu'il y a des discours pas mainstream, il y a des discours un peu alternatifs sur ma réalité en tant que travailleur, et ils me plaisent, ils me touchent, ils me parlent, je suis curieux de ça. » Et donc, c'est pour ça que l'entreprise, et ça se voit parce qu'il y a de plus en plus de philosophes qui interviennent dans les entreprises, sont intéressés par ces nouvelles approches. Ça rafraîchit. Par ouvrir vraiment... Et je pense que c'est un des premiers constats qu'on a fait, nous, d'ailleurs. Tu te souviens, où ces réunions où des fois on se disait, mais en fait... je crois qu'ils nous payent juste pour la réunion. Exactement. Tu te rappelles ? Oui, ça faisait comme un peu du coaching. C'est-à-dire un peu au début. On leur proposait une arène dans laquelle ils disaient, tiens, mais en fait, j'ai passé 1 heure à parler de mon modèle d'affaires, comme j'en avais jamais parlé, parce que j'ai en face de moi quelqu'un qui parle pas mon langage, qui parle le langage de la recherche, et il vient me poser des questions sur des processus d'innovation, et ça les enrichissait, et ça nous enrichissait aussi beaucoup. Voilà. Et on était sur de la littérature scientifique, on n'était pas vraiment du tout sur le même registre. Ah oui, non. Mais ça nous faisait tous monter en compétences. C'est vrai qu'au début, ça nous a beaucoup marqué, ça. Et ça arrive encore aujourd'hui, en réalité. Ça arrive encore aujourd'hui, bien sûr. Mais au début, ça faisait nouveau, en fait. Oui, au début, ça faisait vraiment nouveau. Ah ouais, ça faisait nouveau. ça nous surprenait, disons. Et maintenant, effectivement, c'est un peu plus dans le quotidien, mais on a réussi à l'associer à une méthodologie beaucoup plus concrète de structuration de cette cellule de recherche, parce que finalement, ça a été ça, le gros du travail sur les premiers mois et même, je dirais, les premières années. Oui. C'est vraiment de dire, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça ? Parce que si on n'arrivait pas à vraiment avoir une méthodologie concrète, avec des mesures d'impact, forcément... on ne pouvait pas être utile à autant de monde que ce qu'on aurait voulu. Voilà. On aurait continué à faire du intuitu personae, ce qu'on peut faire, mais en fait... je crois que pour être capable et aussi de faire de la fertilisation croisée, parce que c'est aussi une force d'Ether, je trouve que... Moi, c'est pour ça que j'ai plaisir à venir travailler chez Ether, c'est qu'en fait, il y a aujourd'hui un vivier de clients tel qu'on retrouve et on compare les opérations de recherche des uns et des autres, et on apprend de super résultats qui ont été trouvés dans tel secteur d'activité, qui vont nourrir
dans le même secteur, un autre acteur ou un autre secteur. Oui, Les gens commencent à se rencontrer, à comparer un peu leurs initiatives. c'est ça. Et ça nourrit à la fois de la méthodologie, parce qu'il faut être innovant sur la méthodologie. Ça, c'est un premier point important. Oui. Comment est-ce qu'on va produire de la connaissance? Et puis, surtout, ils vont se dire, tiens, mais en fait, moi, je travaille dans le secteur de l'accompagnement vers l'emploi. Oui. J'ai 4 cousins là, qui travaillent aussi avec Ether. Ils ont déployé des solutions, des expérimentations avec différentes intuitions. Je me nourris aussi de cette communauté. Parce qu'on le rappelle, la science et la connaissance a vocation à s'ouvrir et à être publiquement accessible. C'est ça. Les critères de transférabilité de Manuel Frascati. Donc, il y a là un vivier. On avait pensé à cette histoire de bibliothèque Ether. Oui, Je crois on y viendra un jour. Elle arrive. Oui, elle arrive, évidemment. Après, je pense il fallait aussi se laisser le temps de la maturité. Et puis, la transférabilité est nécessaire, mais la publication n'est pas obligatoire. Non. Donc, Ah oui, bien sûr. Et c'est ça qui est drôle. Il fallait laisser aussi le temps à nos clients de devenir plus matures sur ces questions. Ah oui, tu as raison. Et tout ça prend du temps. Mais ça commence, hein. Tu vois, on commence à avoir des gens qui veulent écrire, qui veulent publier scientifiquement avec nous. Ah, oui. Tu vois, donc ça change là, c'est en train vraiment d'évoluer. Ça c'est un très bon signal. C'est un très bon signal. Mais je trouve que moi je suis assez partisan j'aime les médias qui font de la vulgarisation scientifique. Je pense à The Conversation qui donne voix aux chercheurs dans des formats qui sont pas le format exigeant de la recherche et de la publication. Ici, quand nos clients matérialisent leurs résultats, ils le font, je pense à un client que tu as certainement en tête, hein, du BTP, ils le font de façon assez fraîche, Oui. originale, et qui va se répandre beaucoup plus vite dans l'entreprise et peut-être ailleurs. D'ailleurs, ça va jouer pour leur image de marque, on ne va pas se le cacher. Oui, bien sûr. Ça joue pour ça. Et ce n'est pas de la publication scientifique. Mm-hmm. C'est des rapports, des livres blancs. Tout à fait. On s'est rendu compte que dans les entreprises, en réalité, il y avait beaucoup de petits espaces de recherche, en réalité. Mmh. Voilà. Un peu malfagotés par moment. Ouais, c'est le mot, ouais. C'est vrai. Hein. Ça a été notre première grosse découverte. Mmh. Mais il y en a beaucoup, en fait. Et l'entreprise est très friande. En fait, je crois même que il en va même de sa survie, en réalité. Oui. Ouais, et c'est ça qu'on a réalisé. Ah oui, profondément. C'est ce que dit Armand Achtuel et Blanche Sécrestin et Kevin Levillain, donc les chercheurs des mines, qui sont aussi à l'origine de la loi Pacte, ils y ont contribué. Ils disent qu'en fait, une entreprise qui ne régénère pas son stock de connaissances, c'est une entreprise qui ne va pas être suffisamment robuste pour faire face à tous les aléas économiques, climatiques, sociaux auxquels elle va être confrontée. Parce que il faut pour être robuste augmenter sa base de connaissances et l'entretenir. Donc, peut-être qu'on pourrait revenir à des exemples concrets, parce que c'est ça aussi qui va intéresser nos auditeurs, sur les choses sur lesquelles tu as pu travailler avec nos clients concrètement et qui t'ont marqué, où tu as eu ce sentiment, effectivement, que de un, l'entreprise est en train de renouveler concrètement son stock de connaissances et donc de gagner en compétitivité. Tu as peut-être des exemples qui te viennent en tête. Bien sûr. Oui. Alors, je vais donner 3 exemples. Un premier exemple d'une entreprise, enfin d'une organisation qui cherche à repenser le lien social dans des lieux publics, notamment les bars, les restaurants. Comment est-ce qu'on propose... Alors, il faut souligner que c'est une ambition très belle, c'est une grosse ambition. Oui, et puis c'est de l'économie sociale et solidaire, en l'occurrence, donc c'est toujours des entreprises avec qui on a un lien particulier sur le plan affectif. Oui, complètement. On a beaucoup travaillé avec elles. Il est passé dans le podcast. Oui, j'ai vu l'épisode, bien sûr. Mais pour donner mon point de vue sur sa trajectoire, je dirais que... je trouve que c'est très noble que d'aller chercher dans la philosophie du convivialisme de Illich. Donc c'est très perché, c'est difficile à lire, et pourtant ça regorge d'enseignements incroyables. Et je trouve ça noble de se dire qu'on va former des gens, des agents de convivialité, à partir de cette littérature qui est dense, pour proposer un nouveau souffle
à la façon dont on va créer du lien entre gens qui ne se connaissent pas dans des espaces publics. Je trouve que c'est sans doute que les philosophes qui ont écrit ces textes, au départ, ils seraient très contents de voir qu'il y a cette application-là dans le monde réel. Et en fait, ça différencie. Il y a beaucoup d'entreprises qui s'intéressent à la convivialité, hein, que ce soit le Club Med, We Road, Fever, voilà. Je cite des noms, mais c'est des entreprises qui sont connues de tous. C'est un métier qui repose sur la convivialité. Bon, aujourd'hui, quand une entreprise s'intéresse à la convivialité sérieusement et qu'elle entreprend des expérimentations pour que ces agents de convivialité produisent une convivialité intéressante, pertinente, qui aille dans le sens de leur vision d'entreprise. Et qu'elles mesurent l'impact de ce qu'elles font. Parce que c'est ça aussi. Hein. C'est pas juste des petites itérations, c'est vraiment... Oui, complètement. Oui, c'est très sérieux. Et ça devient un concept. Et ils peuvent l'exporter, et ils peuvent passer à l'échelle, ils peuvent les former, ces agents de convivialité, dans un institut qu'ils ont créé. Bref, une fois qu'on fait les choses sérieusement et qu'on labellise et qu'on conceptualise quelque chose et qu'on se l'approprie, et bien déjà, c'est un élément différenciant très fort. Parce que là, ce que j'ai dit, ça va forcément intéresser les gens qui vont se dire, tiens, mais c'est quoi cette entreprise ? C'est incroyable. Parce que la convivialité, c'est intéressant à titre général pour la qualité de vie au travail. Deuxièmement, c'est quelque chose qui est un peu, j'ai envie de dire, indéboulonnable dans la mesure où c'est tellement ancré dans la recherche et de la philosophie et de la sociologie, et qu'aujourd'hui il y a des docteurs qui qui ont passé du temps, qui ont transpiré sur ce concept-là au sein même de cette entreprise. Mais en fait, on peut se dire aujourd'hui que ça fait partie, c'est un asset pour cette entreprise, c'est un actif. En fait, cette connaissance-là, c'est un actif incroyable. On connaît les actifs qui sont déjà, les actifs matériels, ou intellectuels. Oui, matériels et intellectuels, on les connaît les deux. Un brevet, c'est un actif, mais attention, les R&D ne débouchent pas nécessairement sur des brevets. Quand une entreprise qui fait du design de lumière conceptualise la notion de trame noire pour aider les villes à penser leur urbanisme, y compris la nuit, et penser à un éclairage qui se fasse pas au détriment de la biosphère, parce qu'il n'y a pas de pollution lumineuse, il ne faut pas trop éclairer, mais en même temps, il ne faut pas éclairer du tout parce qu'il y a des enjeux de sécurité dans la ville. Cette trame noire, c'est un concept déjà qui est autoporteur. Là, je vous l'ai expliqué en une seconde, vous avez compris. C'est extrêmement puissant. Encore une fois, ça fait la notoriété de cette entreprise, de ce studio. Et ça se prête à une quantité de terrain de jeu, une fois qu'on l'a conceptualisé, qui est énorme. Donc, ça ouvre des portes. Oui, tout à fait. Ça attire des gens et ça ouvre à d'autres expérimentations. Une expérimentation bien menée, elle ouvre la porte à 3 ou 4 expérimentations derrière. Ça marche en arborescence. Tout à fait. Non, en fait, c'est un vrai cheminement et c'est ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que l'entreprise prenne conscience de l'existence réelle d'un laboratoire de recherche en sciences humaines au sein même de son équipe, de ses équipes, au sens large. Et en réalité, nous, ce qu'on a pu constater, c'est que soit ça n'existe pas du tout, et c'est une entreprise en réalité qui rapporte peut-être de l'argent, mais qui n'a pas vocation, qui existe le temps de son existence, quoi. Oui, c'est ça. Mais qui n'a pas vocation à faire évoluer les choses ou faire évoluer son terrain de jeu, parce qu'elle a une opportunité financière, une opportunité économique au moment où elle se positionne, mais elle n'a pas de vocation à faire évoluer son environnement. Soit elle a en réalité ce laboratoire de recherche, mais il est mal formalisé ou pas formalisé, et donc finalement elle ne profite pas de l'importance du travail qu'elle fait. Alors c'est ça qu'on peut dire. Exactement, je suis d'accord. En fait, si on pousse un peu le bouchon... Pas de capitalisation. Oui, il n'y a pas de capitalisation parce que l'entreprise... si on parle en ce moment d'augmentation de la productivité, d'efficacité, d'efficience, le temps qu'une entreprise passe à arpenter ses prospects, à tester des choses, à faire de la veille, de l'information, à faire de l'intelligence économique, pourquoi pas. À se poser des questions. À lancer des produits qui marchent, puis qui ne marchent pas, et puis on change ci ou ça, par quel processus. Voilà. Faire de la prospective même. Faire de la prospective, ouais. C'est la base dessiner des scénarios, complètement. Si tout ça n'est pas canalisé dans une démarche de capitalisation intellectuelle, alors c'est de la chaleur qui fuit, c'est de l'entropie, quelque part. C'est ça. Et il faut lutter contre cette entropie de connaissances. Et quand je dis tout à l'heure pousser le bouchon, je veux dire que je considère que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, une entreprise, le dominant design de l'organigramme d'une entreprise, donc ce qu'on devrait retrouver comme organigramme universel, il devrait y avoir certes un DAF, un CEO, il doit y avoir des ressources humaines,
mais on va se poser la question de, ok, mais quel est votre organe de recherche? Quel est votre organe d'intelligence? Qui le pilote? Comment il fonctionne? Quelle est sa culture? Et on va en voir des tonnes. Il va y en avoir plein, des variés, de toutes les couleurs. Parce que chacun a déjà des ressources différentes. Donc, on n'est pas obligé d'avoir 50 personnes en vase clos qui sont à temps plein. Enfin, vase clos, il n'y a pas de vase clos en SHS, mais ce n'est pas nécessairement des docteurs qui sont à résidence payés à plein temps pour faire de la recherche. Ça peut être une personne qui coordonne plusieurs personnes qui sont intéressées. Ils se disent, ils lèvent la main pour une année. Ils disent, moi, je veux bien participer aux expérimentations cette année parce qu'elles m'intéressent. Puis l'année d'après, ça tourne. Mais en tout cas, quelle que soit la modalité, la configuration, je pense que ça devrait exister. Ça fait partie des éléments de l'intelligence d'une entreprise que d'avoir quelqu'un qui pense l'organisation des connaissances. Et je ne parle pas de knowledge management, parce que le knowledge management, ça existe déjà dans les entreprises. C'est comment est-ce qu'on transfère la connaissance, comment est-ce qu'on l'acquiert, comment est-ce qu'on la transfère. Mais là, je parle de connaissances sur étagère. Oui, c'est ça. Et puis des connaissances aussi produites, je dirais, par les petites mains. Les connaissances tacites. Quelqu'un qui a passé 30 ans à un poste, oui, c'est ça. Il va avoir de la connaissance sur son travail. Des choses qui sont presque pas matérialisables. Oui, mais c'est pas de la connaissance au sens scientifique du terme, au sens de la littérature. Exactement. On produit pas une nouvelle façon de faire dans son environnement. Exactement. C'est de la connaissance, je dirais, de situation de l'entreprise. Voilà. Et c'est très important. Du terrain de jeu de l'entreprise. Et il a sûrement fait évoluer cette connaissance, bien sûr, mais c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Donc, il ne faut pas confondre la recherche qui produit de la connaissance scientifique. Avec un grand C. Voilà, généralisable, qui est ancrée, qui est sourcée, qui est référencée, qui se situe dans un dialogue avec le reste du monde aussi. Avec le reste du monde. Et puis, la façon dont telle entreprise de serrurerie a ses petits trucs et ses petites astuces pour déverrouiller une porte. Sa secret sauce, comme nous, on l'a. Exactement. Chacun sa secret sauce. Donc, c'est vraiment des choses qu'il faut distinguer. Ouais. Et donc, je ne dis pas qu'il faut que le département recherche sera le knowledge management, je dis que ce sera quelque chose de nouveau. Et qui sera aussi un SaaS, et on parlait tout à l'heure de s'aérer l'esprit, qui sera le SaaS pour que l'entreprise invite la recherche à se joindre à elle par l'intermédiaire de conférences, d'ateliers, de séminaires. On invite des penseurs qui ont passé 20 ans sur le sujet sur lequel l'entreprise a passé 20 ans elle-même à essayer de craquer des choses. Et bien là, il y a un SaaS qui est ouvert parce qu'il y a des chercheurs dans l'entreprise qui parlent le même langage que l'université, qui est capable de participer à des conférences, à des colloques, et on va faire entrer la recherche dans l'entreprise par ce biais-là. Et ça va faire un bien fou à l'entreprise parce qu'elle va entendre parler non pas des experts sur des chaînes télé, mais des gens qui sont des sachants, des gens qui ont expérimenté, des gens qui ont des anecdotes à raconter, des gens qui ont des références internationales et qui vont venir donner de la nourriture intellectuelle à l'entreprise. Et du lien entre ce qui est fait au quotidien et ce qui est pensé de façon conceptuelle. Complètement. Et ça, c'est important pour un collaborateur qui a envie que son travail ait du sens. On est dans le siècle du travail qui a du sens. Le sens au travail, ça passe par 3 choses, nous dit la sociologie du travail. Ça passe par le sentiment d'utilité, le sentiment d'esthétique. Donc il faut que ce que je fais, ce soit du beau travail, du bon travail, aligné avec mes valeurs. Et puis il faut que j'ai le sentiment de m'épanouir, de m'émanciper, de grandir dans l'entreprise. Par le lien, mais aussi par ce que j'apprends. Et aussi par les horizons qu'on me donne. Bon, alors moi, si demain je signe dans une entreprise qui me dit, donc chez nous, il y a un laboratoire de recherche et on organise régulièrement des conférences et puis tu vas pouvoir participer à des expérimentations scientifiques et donc tu vas pouvoir toucher du doigt des outils de calcul ou bien de synthèse ou d'analyse de texte et puis tu vas pouvoir aussi te frotter à la revue de littérature qu'aura fait tel docteur sur ton métier à toi que tu fais depuis 10 ans. Alors ça m'intéresse parce que je vais au-delà simplement du travail, au-delà de la fiche de poste, je vais m'intéresser à un sujet qui est plein de mystères, plein de verrous et en apprenant à propos de ces verrous, je donne une toute nouvelle dimension à mon travail. D'autant que, après c'est un peu ma projection, c'est mon hypothèse on va dire, je ne sais pas si elle sera vraie, mais je pense que l'entreprise de demain, notamment avec l'IA, arrivera plus facilement à recruter sur de l'engagement sociétal et environnemental, plus que sur des compétences. Parce que les compétences vont être remises en question tout le temps. En revanche, l'engagement d'un humain sur un sujet, lui,
c'est ce qui ne change pas. Mhm. Mhm. C'est ce qui ne change pas dans la vie. Oui, c'est vrai. On change rarement d'engagement. Oui. Donc, C'est vrai. on peut multiplier les engagements, mais on a quand même un ADN. Mhm. Et donc, recruter des gens sur quelque chose qui les engage, même si demain on leur fait changer de compétences au milieu de la vie professionnelle, Mhm. c'est moins violent finalement. Parce que ça va toujours dans le sens d'un engagement. Ah, complètement. Enfin, en tout cas, c'est ma théorie. Bah, je suis d'accord, mais quand on regarde un groupe de copains, par exemple, on recrute pas dans une bande de copains, mais quand on accueille une nouvelle personne dans un groupe de copains, c'est pas parce que telle personne est exactement le profil qui nous Pas parce manquait. qu'il sait faire à manger Non, ou qu'il bah sait non. faire les barbecues. Et une entreprise, quelque part, elle recrute certes parce qu'il y a une fiche de poste, et c'est pour ça qu'il y a des entretiens de fit, sinon il n'y aurait pas d'entretien de fit. Elle recrute aussi quelqu'un qui a une singularité Qui a des valeurs, une intentionnalité. Et ça, c'est ce que l'IA n'a pas. L'IA n'a pas d'intentionnalité. Elle n'a pas d'intention, elle n'a pas de désir. On recrute des gens qui ont des désirs. Et le désir, c'est ce qui est, avec la joie, le plus énergétique chez quelqu'un qui travaille. Si je travaille sans désir, sans joie, je donne quelque part, je vais être aliéné, je vais être en burn-out, soit je vais m'embêter, soit je vais cramer, quoi. Oui. Donc, si je suis recruté aussi parce que j'ai un désir d'aller dans telle direction, dans telle entreprise, dans telle organisation, dans telle équipe... Et de faire avancer tel sujet de société. Exactement. Quelle que soit la porte par laquelle je rentre. Oui. Est-ce que je suis au départ très bon sur Excel ou plutôt très bon sur SAP? En réalité, peu importe que si je suis donc analyste financier ou vendeur, j'ai envie de participer à cette aventure. C'est ça. Bon, les gens ont soif de bifurcation professionnelle. Ils s'embêtent vite, ça c'est montré, et c'est tout à l'heure, moi je les comprends complètement, on n'a pas envie de faire la même chose toute sa vie. Donc les mobilités horizontales vont se développer, il y en aura de plus en plus. Et donc comme tu le dis, les mobilités horizontales, ça veut dire qu'on change de set de compétences petit à petit. Il y a une interchangeabilité des compétences qui se développent un petit à petit. Et donc, surtout qu'on peut se former vite maintenant. Et on se forme vite, et l'IA va nous compléter. Exactement. Il y aura peut-être même des tâches qui vont se substituer par l'IA. Mais si on conserve, et si on s'attache à mobiliser les gens, à les intéresser, à les jouer sur leur désir, sur leur joie, sur leur excitation de venir au travail, parce qu'on leur offre de nouveaux horizons de travail, c'est-à-dire de participer aussi à l'avancement des connaissances. Alors, je pense que ça va... Oui, je pense que c'est une porte nécessaire, à condition que... Et ça, c'est aussi... je pense que ça a été dans notre ADN depuis le début, à condition qu'on s'intéresse et qu'on s'attache à garantir de bonnes conditions d'exercice de cette recherche. C'est-à-dire que les conditions de travail, de toute façon, sont au cœur de la qualité de vie au travail. C'est d'abord des conditions de travail. Est-ce que je peux bien faire mon travail? Est-ce que j'ai le temps de le faire? Est-ce que j'ai les moyens pour le faire? Eh bien, la recherche s'intéresse aussi à ça. Est-ce que j'ai le temps de faire la recherche que je veux faire? Est-ce que j'ai les moyens de la lancer? Et notre méthode, je crois, s'attache beaucoup à ces conditions de travail. Je suis bien d'accord. Alors, on arrive un peu au bout de nos échanges et qui sont toujours passionnants. Oui. Merci déjà pour ces moments précieux qu'on partage maintenant depuis quelques années. Je dirais que, comment toi tu te projettes un peu dans cet environnement-là, avec nous bien sûr, ou sans nous d'ailleurs, peu importe, parce que je sais que c'est un sujet, la recherche, pour toi qui fait partie de ton quotidien. Et puis comment finalement tu vois, toi de l'intérieur, l'avenir des terres et de cette façon de transformer un petit peu la recherche dans l'entreprise? Alors, pour répondre assez simplement, moi je suis assez impressionné de la diversité des profils que vous recrutez, qu'on recrute chez Ether, à la fois au comité scientifique, mais aussi à l'extérieur du comité scientifique. Mais pour parler plus particulièrement du comité scientifique, on a quand même des disciplines très différentes. Un docteur en sciences politiques, une docteur en droit, une docteur en philosophie. Et je crois que c'est en proposant cette diversité des expertises qu'on va ouvrir les chakras de nos clients. Je pense qu'il faut le faire de plus en plus pour que chacun se rende compte du caractère extrêmement connecté des différentes connaissances. Et si demain on va parler à un géant de la tech, si un jour on travaille pour Mistral par exemple, pourquoi pas travailler pour Mistral AI, qui fait énormément de R&D tech, mais peut-être pas la R&D SHS, qui sait, donc Arthur Mensch, si tu nous entends. Quelque part, évidemment qu'il va y avoir des considérations rapport homme-machine, mais aussi, pourquoi pas, éthiques, mais aussi philosophiques, mais aussi environnementaux, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, l'IA s'est transformée de l'énergie en token.
Donc, je crois que Ether a aussi cette vocation, en plus d'accompagner sur évidemment la méthode et sur les pratiques, et sur la structuration. Je crois qu'on est aussi là pour faire se croiser les disciplines, les profils, les regards. Et on sait que l'intelligence d'une organisation repose sur sa capacité à être une organisation, très plurielle. Où plusieurs voix résonnent. C'est dans le débat, c'est dans l'itération que les choses progressent, pas dans l'immobilisme. Et donc pour ça, il faut qu'il y ait des regards très complémentaires. Et donc quand on fait converser une philosophe, un juriste, un ingénieur IA, une science de l'éducation, science de gestion, et entrepreneur, ergonome. il suffit de sortir toute la liste. En fait, c'est sûr qu'en mettant ces gens-là dans une salle pendant 2 heures, il va en sortir énormément de choses sur le plan de route de stratégie de l'entreprise. Ça va lui faire ça va la tabasser, ça va la retourner dans tous les sens, ça va lui ouvrir aussi un peu les horizons. Je crois qu'Ether est prêt à porter ce rôle de l'organisation plurielle qui s'ouvre aux disciplines dans la rigueur de la recherche. Merci vraiment encore Quentin pour ce partage. Merci pour l'invitation. Merci à tous. Si vous appréciez les récits d'innovation sociale, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à nous suivre pour nos prochaines aventures que nous partagerons avec grand plaisir.